Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce presque dernier Croco Hebdo de la saison. Un Croco Hebdo en public, s'il vous plaît, avec un public chaleureux. Je remercie nos habitués. Également, on salue la classe des métiers de bouche du CFA, de la Chambre des métiers du Gard. Ils sont en pleine forme pour suivre une belle émission, en tout cas on l'espère, avec les big boss du Nîmes Olympique qui sont avec nous. Jean-Louis Gazot, merci Président d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Croco Hebdo. Et puis à vos côtés, Victor Zwenka, le coach du Nîmes Olympique. Merci d'être avec nous également pour revenir sur cette belle saison des Nîmois, des Crocos. Puis on parlera également évidemment de l'avenir que vous avez déjà commencé à préparer tous les deux largement, puisqu'il y a déjà trois nouvelles recrues au sein du Nîmes Olympique pour nous accompagner et apporter leurs éclairages. Mais regardez, ils éclairent, ils inondent de lumière déjà ce plateau. Patrick Champ, magnifique la couleur aujourd'hui, Patrick. Merci. C'était sobre la dernière fois. Voilà, on change un peu. C'est la dernière. Couleur plateau. Voilà. Ouais. Et puis à vos côtés, donc, il a rajouté quelques carreaux, mais ça brille aussi, c'est du top. Olivier Martinez, bien sûr, et puis nos crocos, jamais sans nos crocos, sur le plateau de Nîmes Olympique. Christophe Ché avec moi parce qu'il en fallait un pour préparer cette émission. Oh. Et donc il est là. Bravo Christophe. Salut. Merci d'être là et d'avoir tout préparé. Ça m'aide. Alors on va effectivement revenir sur cette saison. Je l'ai dit, je vais le répéter, une belle saison. À la fois pour le résultat, 8 entre la 8e et la 12e place, c'était la promesse de début de saison. Vous avez fait 8e, donc vous êtes au point haut de la promesse. Et puis, on l'a dit et répété tout au long de cette saison, même s'il y a eu des moments plus faibles, il y a eu du beau jeu, notamment au Costières. On s'est plutôt régalé avec des buts, beaucoup de buts. Christophe a noté les statistiques. Beaucoup de jolis matchs et de jolis moments que l'on a vécu au Costières. Avec le petit regret de la saison, c'est cette petite affluence. Jean-Louis Gazot, on a été déçus au fil des matchs, au fil des rencontres. Alors c'est vrai qu'au début, il y avait cet horaire assez biscornu de 18h45, donc on a beaucoup dit que c'était l'horaire. L'horaire. Après, on ne pouvait plus se retrancher derrière ça, sauf qu'il y avait le froid, c'était en plein hiver, l'horaire a changé. Mais bon, au final, le printemps est venu, il y avait toujours de l'enjeu et du beau jeu, mais l'affluence n'a pas décollé. Comment on l'explique ça ? Oui, c'est la grande déception effectivement de cette saison. Elle est sportive d'abord parce qu'en termes de match, en termes de plaisir que peuvent prendre les spectateurs et les joueurs, c'est beaucoup mieux de jouer dans un stade plein. C'est regrettable au niveau de la trésorerie du club. Là, il faut... jamais le nord. Non, il faut le dire parce que bon, quand on va parler recrutement, ça joue un rôle également, puisqu'on a eu quand même 500 000 euros de moins de recettes stade que nous avions prévu. Et nous avions basé sur une recette de moyenne de public de 7 500, ce qui était raisonnable, puisque même la première année en Ligue 2, on avait atteint les 9 000 de moyenne, avec certes deux grosses affluences, qui étaient Lens et Montpellier. Donc ça a des conséquences effectivement de gestion du club. Alors comment l'expliquer, c'est très difficile parce qu'on parle des horaires, on parle de la crise. Par un jeu en tout cas. Et on pouvait se dire à d'autres époques, bon, ça joue un peu à l'arrache, ça balance, etc. Là en tout cas, c'est certainement pas cette explication. Voilà, parce que nous n'avions pas augmenté les tarifs de la saison précédente en national et nous avons fait guère plus de spectateurs qu'en national. En abonnement, on n'a pas perdu le début de saison, on n'a pas perdu du monde. En abonnement, on en a fait un peu plus, mais on était à 2700 abonnés. Alors que dans les meilleures périodes de Ligue 2, nous étions montés jusqu'à 4000, ce qui était quand même supérieur à National où on avait 1500. C'est surtout au niveau de la billetterie du jour de stade qui a eu véritablement... Alors, il faut dire que la baisse de cette affluence, elle est un peu générale à la Ligue 2, pas forcément à la Ligue 1. Oui, elle est générale, un peu à la Ligue 1, parce que, bon, là aussi, on va parler 30 secondes de la Ligue 1, il y a beaucoup d'écart entre certains clubs qui ont fait beaucoup plus, avec notamment Paris Saint-Germain qui a mené beaucoup de monde dans les stades, mais il y a beaucoup de stades, je dirais, les équipes de deuxième partie du tableau qui ont beaucoup souffert. Et je pense à Toulouse, dont j'avais le président il n'y a pas longtemps, ils sont à moins de 30% au niveau de l'affluence et presque autant au niveau du sponsoring.
Donc là, effectivement, c'est aussi certainement l'effet un peu de la crise. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de si belles équipes en Ligue 2. Quand on regarde les équipes qu'il y avait en Ligue 2, c'était impressionnant. Et on n'a jamais vu autant du beau spectacle à Nîmes que depuis cette année, quoi. Donc c'est un paradoxe, c'est incompréhensible. La déception, elle n'est pas spécialement dans la moyenne, peut-être. Mais quand on sait que contre Monaco, on n'a fait que 7500 personnes, en gros, et que Tours, le week-end suivant, alors qu'il y avait beaucoup moins d'enjeux, a fait pratiquement 13 000 personnes, alors qu'il n'y avait pas plus d'enjeux, c'est sur ces matchs-là que la déception est importante. Quand on arrive à faire que 7005 contre Monaco, qui vient jouer le titre, et que nous, on sort d'une bonne saison, c'est véritablement un problème, même peut-être un problème pour la gestion future du club. 5670 personnes, si j'en crois les dernières statistiques. Ça a tourné entre 5000 et quelques et 6000 personnes, effectivement, en baisse. Alors ça, c'est un des points noirs de la saison, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a plutôt des points positifs sur cette saison-là. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur l'intersaison l'année dernière. On se rappelle, c'était la montée du national. Donc, même si il n'y avait eu qu'une seule saison nationale, la Ligue 2 et le national, c'est pas pareil, au niveau budgétaire, au niveau de l'organisation, etc. L'arrivée du nouveau coach, Victor Zwenka. Et puis, ce qui a peut-être été déjà le premier grand tournant de la saison, c'est l'affaire Dalmat, Stéphane Dalmat. Sa venue, son renoncement, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous autres, le staff, tout au long de la saison. Et parfois, vous m'avez ressorti ça, que ça faisait partie des petits événements qui finalement ont peut-être eu une influence énorme dans la saison, parce que derrière la non-venue de Dalmat, il y a eu l'arrivée notamment d'un certain Vincent Granic. Victor? C'est sûr que quand on regarde comme ça les chiffres, on se dit que c'était une belle opération. Maintenant, on ne peut pas savoir non plus avec Stéphane Dalmat ce qui aurait pu arriver, parce que on connaît aussi quand même les qualités de Stéphane. Je pense quand même que sur le plan de l'efficacité et tout ça, Stéphane aurait été sûrement moins performant. Dans le jeu, je pense peut-être qu'il nous aurait apporté plus de technique, il nous aurait apporté plus d'expérience, parce qu'il avait quand même joué 3-4 saisons à l'Inter de Milan, donc il avait quand même joué avec des très grands joueurs. Donc il avait pour lui cette facilité et cette expérience, donc il nous aurait aidé. Et puis après, comment il aurait pu s'adapter à la Ligue 2, parce qu'il ne connaissait pas de trop. Donc le point d'interrogation était là. Maintenant, s'il avait accepté de venir au départ, c'est parce qu'il avait envie de bien rebondir, de faire quelque chose. On se connaissait bien. Et je pense que justement, de bien se connaître, il a tout de suite compris que ça allait être difficile pour lui. Et il m'a dit très rapidement que allez, le challenge. Il a eu cette honnêteté assez rare, il faut le souligner. Avec le président, avec le président, on a été surpris parce que on était super content qu'il vienne chez nous, parce que c'est vrai que pour le club, c'était super. Et c'est vrai que quand il nous a appris, il nous a dit qu'il ne resterait pas, qu'il préférait arrêter son contrat, c'est vrai qu'on était... Juste après le match contre Marseille. Oui, parce qu'on avait fait une petite réception, il n'était pas là. Donc moi, je l'ai appelé. Il ne me répondait pas. Et puis au milieu de la nuit, il m'a envoyé un petit SMS pour me dire, voilà, j'arrête, je ne joue plus, c'est fini. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Surtout qu'il nous avait dit qu'il était très motivé par ce challenge. Et puis, on a bien compris tout de suite que ça allait être difficile pour lui. Victor, et puis Granic était juste derrière, tu l'avais dans tes poches ou pas? Comment ça s'est passé après? Granic était déjà dans mes petits papiers avant de monter en stage. Quand je suis monté à Megève, dans le bus, je veux dire, puisqu'on était monté avec des minibus, on était à deux avec Julien, on était tous les deux. Donc j'avais déjà contacté Granic pour discuter avec lui et tout. Puis entre-temps, je lui avais fait comprendre qu'on était sur 2-3 pistes. Et donc, comme Stéphane Dalmat m'avait donné sa réponse favorable, j'avais dit, on va prendre Stéphane. Et puis, 10 jours après, quand il nous a dit qu'il ne restait pas, j'ai retéléphoné. On a eu de la chance qu'il était toujours disponible. Comme c'était mon choix numéro 2, je vais dire ça comme ça, on a pu trouver avec le président rapidement. Ça a été très vite. Financièrement, le président a discuté. Mais le joueur, dès qu'il a dit oui, il est monté dans la voiture avec les gosses et tout, et il est venu ici. Il voulait vite. Il a quitté Sedan très rapidement. Il avait envie du soleil. Il avait envie de soleil. Oui, c'est vrai que. Alors, ce qui est aussi intéressant dans votre recrutement, c'est qu'on a le sentiment que vous n'avez pas de. Vous avez votre logique, votre cohérence,
mais vous n'avez pas de tabou. C'est-à-dire, bon, pourquoi pas Stéphane Dalmat, il a 35 ans, mais c'est un pari, on essaye, il est motivé, il est volontaire, il a son parcours. Là, Vincent Granic, bon, c'était un garçon qui avait traversé une saison un peu difficile, donc, mais on y va sur Vincent Granic et effectivement, c'est des résultats. Donc, vous piochez, voilà, vous n'avez pas de tabou particulier. Non, moi, je dirais que bon, pour Stéphane, c'était plus facile pour moi. D'abord, c'était d'abord une bonne discussion avec lui, hein, parce que bon, je ne m'engage pas comme ça. Quand on contacte quelqu'un et que je contacte un joueur, bon, on en parle d'abord avec le président. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur le sujet, sur le joueur, je l'appelle et je lui explique le fonctionnement. Bon, pour moi, Stéphane, je le connaissais par cœur. Donc c'était juste de lui montrer le challenge, lui expliquer, et de ce côté-là, c'est pas un problème. Pour Granic, bon, c'est vrai que pour moi, qu'il connaissait depuis un certain nombre d'années, je savais que son meilleur poste, pour moi, hein, naturellement, c'était numéro 10, 9,5-10. Et donc je connaissais toutes ses qualités, la vitesse, l'adresse, les coups de pied arrêtés. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Par contre, après, il fallait que le gars vienne dans un challenge intéressant et qu'on puisse tous les deux être sur la même longueur d'onde. Je lui ai expliqué aussi mon fonctionnement, comment je fonctionnais, comment je travaillais et tout. Et je pense que, bon, lui d'abord, le club, ça l'intéressait parce qu'il y a des conditions de travail superbes. Bon, c'est vrai que c'est encore plus facile quand on appelle quand on est dans le sud, parce que bon, il y a un peu de soleil. Ah oui, ça aide, ça. Donc, ça fait faire une petite remise sur les salaires. Surtout pour la famille, je pense. Voilà, toute la famille. Voilà, j'explique un peu les conditions. Pour les épouses. Les épouses, voilà. je trouve que c'est bien. Même si aujourd'hui, c'est vrai que le petit point noir, c'est le public, mais il y a quand même, bon, on va dire quand même 6500 personnes ou 6000 personnes au stade à tous les matchs. Et puis ensuite, après, bon, ben, naturellement, le plan de jeu, avec qui on va jouer, comment on va jouer et comment on va travailler. Je pense qu'après, bon, ben, c'est une confiance entre les joueurs, le joueur et puis naturellement l'entraîneur. Parce que bon, de ce côté-là, il ne faut pas se mentir. Bon, il faut expliquer, le gars n'est pas surpris. Et après, bon, ben, c'est à moi d'essayer de faire que ça se passe le mieux possible. Voilà. Moi, il me semble aussi que sur le terrain, il a représenté, c'était toi qui, pour essayer d'y rejouer, parce qu'il a mené la sérénité, le calme, la vision du jeu, ce que toi, à l'extérieur, donnais sur le banc de touche. Je crois que ça a été un relais hyper important pour toi. Ben, quand il y a des joueurs à des postes clés comme ça, on a besoin que ces joueurs-là, sur le terrain, ben, vous représentent un petit peu. Et donc, tout ce que j'explique dans la semaine, que j'explique dans le vestiaire, et ben, quand il y a un match, les relais soient présents. Et je pense que cette année, il y a Granic, naturellement, qui était là. Il y a eu Poulain, derrière aussi, qui a fait très bien son boulot. Boubi, quand on l'a installé au milieu de terrain. Je pense que les trois ont bien fonctionné. Merville dans les buts aussi, même si au début, ça a été un peu difficile pour lui. Je pense qu'au fur et à mesure que la saison, il a confirmé ce qu'on attendait de lui. Et je pense qu'aussi, ça a été un relais intéressant. Et on a vu quelques buts, quelques passes décisives de Vincent Granic à l'image, effectivement, grosse influence sur le jeudimois. J'ai bien remarqué la réflexion de Patrick qui disait que le coach incarnait le calme sur le banc. Intérieur, non, mais... Non, mais j'ai bien noté, c'est une boutade, Patrick. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'était un véritable pari. Parce que quand j'ai pris contact avec le président de Sedan, Urano, il m'a vite ouvert la porte et il m'a presque dit merci qu'on le prenne. Parce que c'est vrai qu'il était... Non, mais c'est la réalité. Il était au fond du trou, il ne faisait pas partie du groupe. Et il jouait, je crois, en réserve, CFA ou CFA2. Donc c'était un nouveau pari. Et c'est vrai que ça a été un pari réussi, on le doit au coach. Mais c'est vrai que là aussi, venant après Dalma, c'était un pari... 17 buts après, Genou Gazo, est-ce que vous avez rappelé le président Urano pour lui dire merci? Non, mais on s'est vu, notamment avec ses représentants, on en a parlé, et c'est vrai qu'ils sont surpris de la transformation du joueur en quelques mois. Bon, mais ça, il nous avait dit, et on avait parlé avec Victor, que moralement, mentalement, il était quand même assez fragile. Il n'était pas dans un climat où il pouvait s'exprimer à Sedan, alors qu'il a retrouvé ce climat sur Nîmes. Vincent Granic, hein, effectivement, un des joueurs clés, on peut le dire tranquillement, même si toute l'équipe a bien fonctionné, des joueurs clés. Une image préparée, plus qu'une image, c'est une composition, c'est l'équipe de Nîmes Olympique avant le match contre Sedan. C'était la 4e journée. Christophe.
Oui, avec une observation. Alors, si Vincent Granic occupait ce poste que l'on voit de milieu offensif meneur de jeu, la pointe de l'époque était Romain Thibaut, en alternance avec Sédou Koné. Romain Thibaut sortait d'un match où il avait inscrit un but remarquable contre l'AS Monaco en Coupe de la Ligue. Et puis l'observation à laquelle on faisait référence, Victor, c'était le premier essai avec Pierre Boubi qui, à l'époque, était aligné dans le couloir gauche. Quels enseignements vous avez tirés de cette première partie de saison où finalement vous deviez composer avec les joueurs déjà en place? Certains d'entre eux sont partis entre-temps et ensuite également composer avec les nouveaux arrivants. Bah écoutez, pour moi, j'étais venu voir plusieurs fois au Costières des matchs. Donc j'avais déjà une première idée des joueurs qui étaient dans le club. Mais après, vous savez, quand vous observez des matchs, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes au quotidien avec eux. Vous voyez plus facilement toutes les qualités, mais aussi tous les défauts. Et donc c'est vrai que pour composer une équipe, à un moment donné, tu te dis, ben, tiens, celui-là c'est bien, mais bon, ça sera pas sur la durée. Alors c'est vrai que je m'étais rendu compte quand même qu'il fallait un arrière-gauche, et c'est vrai que le fait que Boubi se retrouve arrière-gauche, il n'a pas toujours été dans ses meilleurs moments à ce poste-là, mais à sa décharge, il ne faut pas oublier quand même, que quand on voit la composition de l'équipe qui est là, sur les 4, il y en a 3 qui ne jouent plus à leur poste. Il ne reste plus que Poulain. Donc c'est Parpex qui est arrière droit, mais ce n'est pas son poste. Stozic, stopper, mais bon, quand je l'ai vu s'entraîner pendant un certain temps, moi, je me suis dit ça va être compliqué pour moi de continuer à jouer avec lui. Donc il fallait trouver et recomposer une équipe. C'est peut-être ce qui nous a un petit peu pénalisé, en n'oubliant quand même pas que on avait Bosch qui était là et qui s'était blessé. On avait Carlier qui était là, qui s'est blessé. On avait Baldé qui peut jouer à ce poste-là, qui s'est blessé. Donc on se retrouvait avec une équipe qui, en début de saison, était un peu bancale. Donc il a fallu trouver ses marques. Et une fois, Sidibé qui n'était pas là non plus, Adou qui n'était pas là non plus. Donc tu te retrouves avec une équipe que tu es obligé de faire avec les hommes, on va dire valides. Et donc c'est pas tout, pour moi, c'était pas la meilleure équipe que je pouvais aligner. Voilà, c'était pas l'équipe du mais en attendant, on a quand même été gagné 3-2 à Sedan. C'est pour ça qu'on a choisi cette composition. Et ce jour-là, bon, c'est vrai que vous avez tous été surpris, parce que moi, c'était pas une punition contre un tel ou contre un tel. Vous avez vu, vous avez mis Thibaut avant-centre. C'était pas Koné. Parce que bon, ben, j'avais vu des choses à l'entraînement qui ne me plaisaient pas, qu'il fallait faire quelque chose. Je ne voulais pas rester en se disant, ben voilà, Koné, c'est un avant-centre, je vais rester avec lui, tant qu'il ne marque pas, c'est pas grave, je vais le faire jouer. Non, je ne suis pas un entraîneur comme ça, je fais confiance, mais à un moment donné, poum, je prends une décision. Et je pense que ce jour-là, j'avais décidé, parce que je le sentais, je ne sais pas, quand on est entraîneur, on a aussi des intuitions, des fois des mauvaises, il ne faut pas non plus penser qu'on réussit toujours tout ce que l'on veut, mais je pensais que Thibaut pouvait jouer, qu'il allait nous apporter quelque chose. Et dans ce match-là, ben, il fait marquer le premier, il marque le deuxième, voilà, et sur le troisième, il est au départ de l'action. Voilà, donc, bon, en fin de compte, il a Sedan, Nîmes Olympique, on y revient dans un instant, on va marquer une courte pause, on le reverra en image ce match-là. Effectivement, un match charnière au début de la saison, première victoire des Crocos. Allez, la courte pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de Croco. Croco Edo, la deuxième partie avec toujours la classe du CFA, la Chambre des métiers du Gard. On peut les applaudir. Avec Victor Zanca et Jean-Louis Gazot qui sont avec nous. Il y a un instant, on parlait de ce début de saison. Un début de saison difficile avec des défaites enchaînées, enfin une première défaite. Un match nul avec la réception de Nantes au Costières, mais un match nul encourageant, 0-0 et une belle prestation, on se rappelle de ce match-là, des Nîmois. L'élimination au tir au but en Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco, qui était déjà l'ogre de la Ligue 2. Bon match à Auxerre, malgré la défaite. Un bon match à Clermont, la défaite à Clermont. Et puis donc dès la 4e journée, on va regarder ça en image, la première victoire des Crocos à l'extérieur. Alors en même temps, ça nous rappelait une saison il y a quelques années où la première victoire, je crois, des Nîmois avait été à Sedan, justement à l'extérieur. Non, vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Non, je ne me trompe pas. 1-0, but de Coloredo. 1-0, but de Coloredo.
Voilà, donc désolé, des fois je me souviens de trucs comme ça. Bon, des flashs. À l'automne 2009, c'était précisément. J'ai des flashs comme ça. Regardez ces belles actions des Nîmois. Dès le début de la saison, Victor Zinka, et d'ailleurs la question s'adresse à Jean-Louis Gazot également, vous dit il y a quand même quelque chose avec ce groupe, hein, même si les résultats pour l'instant ils sont pas là, il y a de la qualité dans ce jeu-là, il y aura quelque chose à faire. Ben, pour moi, oui. Bon, c'est vrai que quand on s'est rencontré avec le président et qu'on a discuté un petit peu pour redébuter donc, cette saison en Ligue 2, et on a discuté et on a vu que bon, on avait des joueurs de qualité qui étaient déjà des joueurs en Ligue 2 qui étaient en Ligue 2 2 ans avant. Donc c'est vrai que le club avait mis pas mal de choses avec ce groupe-là. Et donc, il fallait seulement l'améliorer par quelques petites touches. Et je pense que bon, les 3 joueurs qui sont arrivés dans le club ont apporté chacun leur expérience, parce que c'est ce qu'il nous fallait dans un groupe qui était quand même assez jeune. Jean-Louis, depuis votre poste d'observation, là, à la tribune, quand vous avez découvert cette équipe réellement, concrètement, hein, dans le jeu, bon, vous avez dit qu'il y a quelque chose. Oui, il y a dans le jeu, et puis il y a tout ce qui était à côté. Et c'est vrai qu'on n'a jamais paniqué, on n'a jamais pensé qu'avec ce groupe-là, on pourrait descendre. Pourquoi? Parce que à Nîmes Olympique, et on n'a peut-être pas assez insisté sur ça, c'est la première saison où on a pu tous travailler dans la sérénité, dans un bon climat de confiance entre toutes les parties. Moi, je dis, ça va du secrétaire à l'entraîneur, aux joueurs et un peu aux dirigeants. Et puis également avec l'association. Ça a été la première année où il n'y avait pas la guerre avec l'association. Où on a travaillé au centre de formation dans de bonnes conditions aussi physiques et immobilières. Et puis il y a eu un climat qui n'était pas de suspicion comme il y a eu dans les années. Et je crois que ce climat a œuvré aussi aux bons résultats et peut-être à ce que effectivement on ne panique pas et on ne se méfie pas de tout le monde, notamment de ses voisins les plus proches. Alors il y a eu une image d'ailleurs, hein, on n'a pas insisté là-dessus, il y a eu cette image, mais on sait que ça vous a un peu agacé, c'est le tour d'honneur de Jean-Michel Cavalli. Quand le Gazélec Ajaccio est venu au Costières, c'était la 7e journée, avec cette défaite cruelle, ce petit but 1-0, et Jean-Michel Cavalli, donc on se rappelle, ancien entraîneur de Nîmes Olympique, qui a fait son tour d'honneur. Il n'était pas obligé pour vous, hein, ce jour-là. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Oui, avec Jean-Michel. On peut s'attendre à tout. Oui, on s'est revus depuis. Bon, on s'est séparés avec de bonnes relations. Bon, et moi, ce que je regrette, puisque vous m'en donnez l'occasion, effectivement, c'est que l'année de la descente est un peu été perturbée justement par des relations entre continent et la Corse, je dirais, qui ont précipité peut-être notre déclin national. Oui, il y a eu une difficulté à gérer cette époque-là, mais bon, c'est une époque révolue. Ne parlons plus du passé. Voilà, ne parlons plus du passé. On va enchaîner avec d'autres images de cette saison, avec la 19e journée, mais que vous avez choisi, Christophe, mais vous allez m'expliquer pourquoi, non? Ou alors la 9e journée, parce que c'est vous qui avez fait la sélection. Là, il reste. Il y avait une certaine cohérence dans l'émission que vous avez totalement détricoté, Pierre-Paul, mais je suis heureux de retrouver la parole et la main. On a vu la première partie de la saison, en effet, avec la première victoire à l'extérieur du côté de Sedan. Ensuite, ce coup de froid sur les Costières, c'était en plein milieu du mois de septembre avec la défaite à domicile face au Gazélec. Et puis surtout les images de Guingamp qui marquaient vraiment le premier match victoire d'un Nîmes imprenable à la maison. La première victoire à domicile au Costières face à Guingamp a marqué un rythme pour la suite de la saison qui s'est confirmé notamment contre Niort juste avant la trêve de Noël. Et puis ensuite, contre des équipes comme contre Clermont ou encore contre Sedan, où il y a eu beaucoup de buts, du spectacle et puis surtout une impression qu'à domicile, Nîmes était imprenable. Je pense qu'il nous a fait beaucoup de bien dans le match contre Guingamp, c'est avec la réussite. Parce que je dirais que jusqu'à ce match-là, on disait, voilà, l'équipe de Nîmes, elle joue bien. Mais on ne prenait pas beaucoup de points et on se faisait même battre très souvent. Auxerre, on se rappelle. Voilà, Auxerre, Clermont-Ferrand aussi. Nantes à la maison où on fait 0-0, mais bon, on doit aussi gagner. Bon, voilà, on a eu beaucoup de déceptions et la réussite nous a fui.
Et je pense que ce soir-là, le premier but de Granic, quand le gardien Samassa prend le ballon sous le ventre et qu'elle rentre tout doucement, je pense que ça a été le déclic parce que de l'autre côté aussi, on a eu chaud sur 2-3 actions et en fin de compte, on n'a pas pris de but. Et donc cette victoire nous a fait énormément de bien. Ce qui nous a permis aussi, bon, à cette époque, de travailler sur une base d'équipe aussi. Parce que quand tu réussis quelque chose, tu te dis, bon, bah, tu vas peut-être pouvoir travailler sur plus longtemps avec, faire confiance, et pour que les gars, ils se disent, voilà, ben, on travaille bien, on est récompensé, on va être titulaire, on va gagner des matchs, c'est bien, on va continuer. Et je pense que ça a été un petit peu le déclic. Jusqu'à Niort, parce que c'est vrai qu'à Niort, pour le dernier match de la phase aller, tu perds 1-0. On était avec 22 points seulement à la trêve, hein, on va dire ça comme ça. Si en perdant le match, on était à 22, puisque quand on a gagné à la fin, c'était 25. 22, et Niort, eux, ils étaient un peu en difficulté derrière. Si jamais ce match-là, tu le perds, ils reviennent sur toi. Et c'est vrai que la deuxième partie n'est peut-être pas la même chose dans l'état d'esprit, hein, dans la mentalité des joueurs, dans la confiance et tout. Et je pense qu'en 10 minutes ou un quart d'heure, on a retourné la situation. C'est vrai qu'on gagne 3-1, mais on peut gagner presque 5-1, parce que chaque fois qu'on attaquait, on pouvait marquer. Et c'est vrai qu'il y a eu une période après de confiance. Et pour moi, bon, c'est pas seulement cette année, hein, je le fais depuis maintenant, depuis que j'entraîne presque. Hein. Entre les trêves, je laisse pas beaucoup de repos à mes joueurs. Je leur laisse aller 7-8 jours, même pas. Mais je reprends toujours avant le 1er janvier. Et donc, pendant cette période-là, je fais... Pourquoi? Pour éviter qu'ils fassent un réveillon? Non, mais je prépare, parce que moi, je prépare toujours la saison, mais pas que sur la reprise. Je prépare la saison sur les 4 mois qui vont arriver derrière. Donc, je travaille très dur pendant cette période-là, parce que je sais que a priori, hein, parce que moi aussi, là-dessus, à part une fois avec Guignon, j'ai toujours fait les 32e de finale de la Coupe. Donc, la Coupe, tu la prépares, mais tu ne peux pas te faire un objectif de la Coupe parce que c'est tellement aléatoire. C'est le tirage, c'est contre qui tu joues. Bon, c'est trop difficile. Par contre, ta première journée de championnat, tu sais contre qui tu vas jouer et tu vas préparer la suite. Et je dis que le mois de janvier est toujours très important pour basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc, on a travaillé très dur. Les gars ont travaillé aussi. Je leur ai donné un programme pendant les vacances. Et quand ils sont revenus, pendant 3 jours, on a couru, on a bien carburé. Ça fait que dès qu'on a repris en janvier, vous l'avez vu aussi comme moi à Lille, on a été un peu à l'agonie pendant un peu plus d'une mi-temps, 50-55 minutes. Et puis sur la fin, Lille était cuit et nous, on a commencé à revenir. On peut faire presque l'exploit à Lille. Mais ça nous a servi pour le match. L'élimination 3-2 face à quand même un des ténors de la Ligue. Voilà. Et puis ces matchs-là a fait que le président aussi, hein, il y a la salive qui venait aussi, et il m'a dit, Victor, voilà, on peut peut-être, si vous avez besoin, de voir un petit peu. Donc le club a fait des efforts pour essayer de recruter. Et c'est vrai qu'on a pris Nouri et on a pris Fanchon, qui ont amené encore un plus. Donc l'équipe s'est retrouvée dans une dynamique. Et puis bon, comme on jouait bien et que l'équipe était en confiance, il y a eu un engrenage. Et qu'ils sont adaptés de suite, voilà. les deux. Avant de revenir sur cette deuxième partie de saison... Juste un petit truc sur le fait, parce qu'on parlait de Granic. Et c'est vrai que vous étiez au courant sans y être, mais c'est vrai que Granic, à partir de, je vais dire fin février, il a eu une petite blessure qui l'a énormément pénalisé, lui d'abord, nous, et puis naturellement l'équipe. Et je pense que si on avait eu un Granic à son meilleur niveau, il aurait sûrement été à plus de 17 et on aurait peut-être pu faire encore un peu mieux. Alors avant de revenir sur cette partie-là de la saison, moi j'aimerais vous faire réagir, les anciens, là, sur effectivement ces scores intéressants du Nîmes Olympique. Et on a les images là, du match face à Niort, 3-1, vous l'avez dit, Victor. On aurait pu même en mettre plus, mais enfin déjà 3 c'est pas mal, parce que ça faisait très longtemps. Vous allez me dire, l'année dernière en national, il y a eu quelques scores un peu plus fleuves, mais en Ligue 2, Nîmes Olympique, au-delà de 2 buts, on était allé chercher dans les statistiques, là, Jean-Louis Gazot. Ça, c'était quand même, ça faisait plaisir de voir plus que 2 buts au Costia. Oui, parce que même en national, ça n'a pas été effectivement une saison extraordinaire. Et malgré l'effectif, je ne dis pas pléthorique, mais enfin de qualité que nous pensions avoir, l'accession a été très difficile. Et je dirais heureusement que nous y sommes arrivés parce que le club aurait pu être en effet. Avec un titre de champion, mais il ne faut pas oublier que 2 ou 3 journées avant la fin, on n'était pas sûr même d'accéder, d'avoir la 3e place. Donc là aussi, ça a été un tournant pour le club. Et c'est vrai que ce n'est pas quand même une année où on s'est tellement régalé, où il y a eu des scores au fleuve, même en national.
Ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que Victor toujours a joué quand même avec au moins 4 joueurs offensifs. Il n'a jamais enlevé 2 joueurs ou 3 pour faire un résultat. Il savait, il avait confiance à son groupe, à ses joueurs offensifs. Je crois que la grande expérience qu'il a au niveau de la Ligue 2 y est pour beaucoup, parce que c'est le coach le plus ancien dans la Ligue 2, c'est lui qui a le plus de matchs, le plus d'années, donc je crois qu'il est resté toujours serein et il avait foi avec ses attaquants. Et c'est vrai que la venue de Nouri a compensé après la légère baisse de Koné, et il a eu le nez fin dans son recrutement. Hein. Je crois qu'il y est énormément, bien sûr, avec le président, puisqu'il travaillait en binôme. Vous savez, le déclic, c'est aussi l'observation des matchs, parce que je ne me contente pas seulement de voir notre équipe. Hein. Moi, je regarde un peu les matchs à la télé, mais je me déplace aussi. Hein. Je vais à Arles-Avignon, je vais à Istres, et c'est vrai que quand j'étais dans le coin et que j'étais dans d'autres clubs, je regardais les équipes, j'allais voir des matchs. Quand le vendredi je jouais, j'allais le samedi, ou le lundi, des fois, j'allais voir des matchs, parce que c'est toujours important. Et c'est vrai que d'aller à Istres voir souvent des matchs et d'avoir vu Nouri pendant 2 ans faire les prestations qu'il faisait à Istres, j'ai dit tiens, un jour, si je prends un club, lui, il m'intéresse. Et c'est vrai que son agent, quand il m'a appelé, j'en ai parlé tout de suite au président, j'ai dit on a une occasion de faire quelque chose. C'est vrai là aussi, parce que Nouri, un président, il n'a mis qu'un but seulement. Il jouait, il n'était pas titulaire tout le temps au Havre. Oui, là aussi, hein, ça rejoint il s'est retrouvé de la pluie, il se retrouve au soleil, et il a retrouvé un petit peu aussi. On se posait des questions, départ aux Vous avez un truc pour réveiller les belles endormies. Oui, cette année, la saison qui vient de se terminer a été très bonne pour nous. On va essayer avec le président de faire la même chose, d'améliorer notre équipe pour l'année prochaine, naturellement. Trouver des bonnes pioches. Pour le nombre d'occasions, je trouve qu'à chaque match, on a eu beaucoup d'occasions, au moins 8 à chaque match, mais des 8 franches. Je crois que c'est au départ la base défensive de l'équipe que Victor a trouvée. Et à partir de cette base défensive, ils ont pu attaquer. Et quand on donne les clés à quelqu'un comme Granic, parce que c'est vrai que il avait une confiance énorme, parce qu'on lui donnait cette confiance. On lui a dit, tous les ballons, on dirait qu'il y a des consignes de donner à Vincent. Et Vincent, il fait jouer des mecs comme Vincent. Comme Nico Bénézé, Ogunbi qui a été extraordinaire, Bénézé qui a fait une saison magnifique, Nouri. Je crois que le quatuor offensif, il a été exceptionnel. Mais parce qu'aussi derrière, ça tenait la baraque. Et derrière, quand vous défendez bien, vous pouvez attaquer tant que vous voulez. Il y a eu énormément d'occasions. Oui, tout à fait. Une fois que j'avais trouvé ma base défensive, ça a été un élément près, une blessure ou une suspension. Une fois que j'avais trouvé ma base, c'est vrai d'avoir remis aussi Boubi au milieu de terrain. Au départ, c'était pas forcément. Non, je sais bien. Je sais. Oui, mais pour moi, je savais qu'il pouvait jouer aux 2 postes. Donc à un moment donné, je voyais qu'il n'était pas à l'aise. Le match de Istres m'a fait changer. Parce qu'à Istres, on n'a pas été bon. C'était sûrement notre plus mauvais match de la saison. On prend un but à la 75e sur une erreur encore parce qu'il ne sentait pas le truc. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Donc c'est vrai que j'ai changé. Puis il n'a pas trouvé ses marques tout de suite. Mais au fur et à mesure que les matchs avançaient, on sentait qu'au milieu de terrain, il y avait une certaine stabilité qui s'était installée. Alors on pouvait donner le ballon à nos 4 devant, puis on savait qu'on était tranquille. Pied gauche, Messieurs, ce sera la conclusion de cette émission. Attention, restez avec nous parce que la semaine prochaine, ça continue avec les mêmes invités. Vous allez voir, ils s'habillent toujours pareil le mardi après-midi. Avec le mot Pierre-Paul quand même. Non, on a dépassé. Un dernier mot pour Patrick, quand même, avec les images du best-of quand même, de l'histoire du Nîmes Olympique. On va lancer ça rapidement. C'est nos images Panini vintage, vous savez. Pour annoncer quelque chose, Patrick, avec les anciens de Nîmes Olympique. Le tournoi des anciens qui se fait ce samedi au stade de la Bastille, et c'est monsieur Jean-Louis Gazot qui nous a mis volontiers les terrains à disposition. Donc venez nombreux le 8 juin au stade. René Girard. Avec toute l'histoire du Nîmes Olympique que nous avons redécliné tout au long de la saison. Luigi Landi. Bien évidemment. Ça c'est beau, ça va. Et avec on redonne la date du le 8 juin, samedi 8 juin. C'est là les mieux déjà. Et tout le monde lui a offert et montré cette image-là. Et Patrick Chan. C'est le maillot du Nîmes Olympique. On a tous les moustaches, c'est drôle. Pour ressembler à son copain René Girard. Voilà. Allez, c'est la conclusion de cette émission. La même la semaine prochaine, mais on va décliner toute la saison du Nîmes Olympique. Retrouvez-nous dès mardi prochain. Très bonne soirée sur TV Sud. Et bravo. Bravo.